La profession d'écrivain public fut autrefois très honorable et hautement rémunératrice en Europe. Mon arrière-grand-mère n'avait jamais vécu autrement que de sa plume, qu'elle mettait libéralement, mais non pas gracieusement, à la disposition de tous ceux qui avaient peu de connaissance de la chose écrite. Elle vécut ainsi jusqu'à l'âge canonique de 97 ans, n'ayant jamais fait autre chose dans son existence que d'écrire sa lettre quotidienne qui lui apportait l'aisance, sinon la prospérité. Ce métier d'écrire pour le compte des autres lui permettait en outre d'entrer en contact avec des tas de gens de milieux bien différents. Ces entretiens réguliers lui avaient le permis d'acquérir une connaissance du cœur humain, de ses mots comme de ses héroïsmes, égale à celle des médecins, des avocats et des prêtres. C'est pourquoi mon arrière-grand-mère fut toujours considérée dans la famille comme un personnage redoutable, dépositaire de tant de secrets, de hontes et de misères, confiés sous le sceau de son état qu'il valait mieux composer avec elle, sinon la fuir comme la peste. Avec l'instruction obligatoire, la presse, la radio et la télévision, la pratique se perdit. Chacun devenait théoriquement capable de s'attaquer avec plus ou moins d'aisance à la rédaction de sa propre correspondance occasionnelle. L'écrivain public avait fait son temps, sauf peut-être pour certaines lettres ennuyeuses ou difficiles réclamant un tour de main avisé. Et encore dans ce cas précis, l'avocat du quartier avait la préférence parce que revêtu du prestige de l'homme de loi, tandis que l'arrière-grand-mère Eugénie, il convient d'être juste envers ses vieux clients qui lui restèrent fidèles jusqu'au bout. Elle possédait si bien l'art de traduire en quelques lignes les sentiments de ceux qui la consultaient depuis tant d'années. Mais ce n'était là que la survivance éphémère d'une activité condamnée à mourir, une belle mort, je vous l'accorde, mais une mort certaine. Cette évolution dans le vieux continent ne fut pas immédiatement suivie en Afrique, où la lutte contre l'analphabétisme n'a été entreprise de manière systématique que depuis quelques 20 ans. Henri Loleka avait, comme beaucoup de jeunes de sa génération, entamé des études universitaires sans savoir où il allait. Éprouvant de sérieuses difficultés à les mener à bonne fin dans son propre pays, il s'était démené pour obtenir une bourse d'études et partir pour l'étranger. Là, dans une université de 3e catégorie, bien connue pour la facilité avec laquelle elle conférait ses grades académiques aux ressortissants du tiers-monde, notre héros avait décroché une licence en journalisme et une autre en psychologie. Lorsqu'il rentra dans son pays d'origine, il se crut en droit de prétendre aux postes les plus décoratifs et rémunérateurs. Hélas, comme il ne disposait d'aucune relation intéressante dans son nouveau milieu et que son oncle maternel ne jouissait d'une fâcheuse réputation, un passé politique très chargé, Henri Loleka ne put obtenir autre chose qu'un obscur emploi de professeur dans une de ces grosses boîtes à cancre de la capitale. Henri Loleka s'essaya alors à mi-temps au journalisme et postula simultanément un poste dans l'administration. Les antécédents de l'oncle l'y poursuivirent et il dut retourner dans son école, tout heureux d'encore toucher son petit salaire de pion pour faire vivre sa famille. Au bout de 4 ans de ce régime sans éclat et sans avenir, le jeune universitaire prit une grave décision, héroïque pour un universitaire vivant dans la capitale. Il rompit les ponts et alla s'enterrer dans un petit centre provincial de la région de B+. Henri Loleka partait du principe que lorsqu'on est le second dans la capitale, on a toutes les chances de devenir le premier dans son village. S'il n'arriva pas d'emblée à la notoriété, il jouit toutefois d'une considération qu'il n'avait encore jamais connue depuis son retour au pays. Assez rapidement, il fut nommé directeur d'un important institut pédagogique local et put s'imaginer que son chemin était tout tracé à l'éducation nationale. Il ne doutait pas de franchir au sein de ce département les échelons qui le hisseraient au sommet de la hiérarchie. L'influence de l'oncle trop compromis vint encore tout gâcher. On fit comprendre à Henri Loleka qu'il ne devait pas espérer monter plus haut
et qu'il était condamné à rester directeur d'école toute sa vie. C'est ici que se situe l'événement qui devait bouleverser l'existence du jeune ambitieux de fond en comble. Ayant eu l'occasion de dépanner l'une ou l'autre connaissance à court d'imagination pour élaborer une lettre de réclamation ou une requête, cet homme de ressources pensa avoir trouvé sans le vouloir une voie inexplorée. Pourquoi ne se ferait-il pas rétribuer désormais ses petits services? Henri Loleka réalisa que cette opération pouvait lui rapporter gros s'il la menait intelligemment. Encore proche de ses études, il se souvenait avoir parcouru, lors de son séjour en Europe, une thèse dans laquelle il était question du métier de écrivain public, profession fortement appréciée autrefois quand les Gaulois étaient ignares. Henri Loleka trouvait en lui toutes les qualités voulues pour embrasser cette activité, d'autant plus que le milieu s'y prêtait admirablement. Quelques jours plus tard, on vit paraître dans la gazette locale une petite annonce. Si parler le français correctement est difficile, l'écrire l'est encore bien plus, même pour un intellectuel. Exprimer dans une lettre ou dans un discours les plus subtiles nuances de ses pensées, en utilisant les termes qui doivent convaincre, est une entreprise hasardeuse pour un non-initié. Voilà pourtant la mission que nous nous proposons d'entreprendre à votre place en vous garantissant le succès. Nous ne réclamons de vous qu'une très modeste rétribution. Pour toutes vos lettres de circonstance, pour vos discours ou pour toute démarche où l'intervention d'une plume experte et élégante s'impose, n'hésitez pas à nous consulter. Des spécialistes se trouvent en permanence à votre disposition au numéro 22 de l'avenue de Rwenzori de 15 à 19 heures. L'officine était installée dans les annexes d'une ancienne villa de style colonial. Une buanderie y avait été judicieusement aménagée en bureau que précédait une minuscule salle d'attente d'allure monacale, aux murs blanchis à la chaux, et dont le seul ornement était les diplômes ramenés d'Europe par le patron de l'entreprise. Le cerveau moteur de celle-ci trônait dans une pièce de dimension plus vaste, envahie par une marée de livres de toutes les couleurs et de tous les formats. Une grande table qui servait de bureau était encombrée de papier à lettres, de papier pelure, de carbone, de crayons, de marqueurs, de porte-plumes. Une petite table dressée perpendiculairement à la première supportait une vieille machine à écrire au mécanisme apparent. Un confortable fauteuil recouvert d'une housse, seule concession au luxe et à la frivolité, prenait tout le centre de la pièce. C'était le siège réservé aux clients. Le maître des lieux vous accueillait de derrière son trône, assis sur une chaise à dossier droit, austère comme la tenue du personnage, vêtu d'une sorte de long boubou de couleur sombre sans aucun ornement. On sentait tout de suite que l'on n'était pas venu là pour s'amuser, mais pour traiter de problèmes considérables. Henri Loleka, qui constituait à lui tout seul le corps des spécialistes, tant vanté par l'annonce, se montrait particulièrement efficace et expéditif. À peine le client lui avait-il fait part de son problème que l'écrivain attrapait un stylo ou un crayon et couchait sur le papier le texte qui résolvait toutes les difficultés, aplanissait tous les litiges. Moins d'une demi-heure plus tard, le solliciteur repartait avec sa lettre dactylographiée qu'il venait de signer et qu'il n'avait plus qu'à jeter à la boîte. Entre-temps, Henri Loleka s'était déjà attaqué à un autre cas qu'il se disposait de traiter avec la même aisance et une rapidité inégalable. Pour les discours, allocutions et sermons, cela durait un peu plus longtemps. Il vous suffisait de reprendre rendez-vous pour le lendemain, après avoir exprimé votre souhait, et vous preniez livraison du travail composé par l'expert, moyennant une participation financière un peu plus substantielle. Au bout de 6 mois, le cabinet fonctionnait à plein régime et Henri Loleka ne suffisait plus à la besogne. Il engagea une employée qui prenait les rendez-vous et dactylographiait les textes définitifs. Elle fut installée dans une seconde annexe où fut également transportée la salle d'attente, ce qui permit à Henri Loleka d'agrandir ses ambitions.
Il loua également la villa contiguë qu'il fit repeindre à neuf pour y installer sa famille. Cette dernière disposition lui fit réaliser de sérieuses économies, vu qu'elle réduisait ses déplacements au minimum. Cela devait lui valoir aussi quelques désagréments qu'il n'avait pas prévus. Tous ces changements s'étaient révélés sensibles à son épouse qui, en venant habiter dans cet ancien quartier européen, eut conscience de s'élever dans la hiérarchie sociale de la petite localité. Elle se fit une très haute idée d'elle-même et des capacités de son mari. Mais elle comprit surtout qu'il devenait urgent de surveiller son époux de plus près, de peur qu'une rivale ne se mette en tête de le lui souffler. À dater de ce jour, les scènes de ménage qui n'avaient été qu'occasionnelles devinrent carrément quotidiennes, quasi. Henri Loleka y perdit peu à peu la belle liberté d'esprit qui lui permettait de se consacrer sereinement à l'élaboration de ces lettres si habilement tournées, de ces percutantes allocutions dont il s'était fait une spécialité. L'expert commença à avoir des distractions, de très grosses distractions. « Monsieur Loleka, dans le dernier discours que vous m'avez composé, se sont glissées quelques expressions qui n'ont pas été appréciées de tous. »« Ah, vous m'étonnez, monsieur l'échevin. Pourriez-vous me faire voir les passages contestés ?» Mal à l'aise et secrètement vexé, Henri Loleka essayait de ne pas perdre la face devant ce premier client venu se plaindre de la qualité de sa prestation. « Tenez, c'est ici, lorsque vous parlez de notre distingué commissaire de région. Vous écrivez qu'il est le fulgurant propulseur de notre économie nationale. Et qu'a-t-on trouvé de répréhensible à cela ? Moi, pas grand-chose, pour n'en avoir pas apprécié tout le mal, mais le principal intéressé y a vu une insidieuse critique de sa politique agricole. En haussant les épaules, Henri Loleka se dit dans son fort intérieur qu'il aurait probablement dû utiliser des expressions plus accessibles à la bonne compréhension des simples d'esprit. Mais puisque le mal était fait, son interlocuteur poursuivant son réquisitoire, Henri Loleka prêta une oreille plus attentive à la suite de ses propos. « Vous m'avez fait dire un peu plus loin que les granges du Seigneur devaient être inondées de moissons avant que le courroux du ciel n'éclatât sur nos têtes. Alors, je ne vois pas. On m'a dit que cela sentait trop la soutane et que, ce qui est plus grave, ces paroles constituaient une allusion blessante aux directives imposées par le gouvernement, voire à la personne de notre président. Pendant un bon quart d'heure, Henri Loleka s'employa à convaincre le client mécontent qu'il ne se trouve aucune mauvaise intention dans son texte et qu'il convenait d'y lire au contraire de très belles louanges envers les hommes forts du régime et de leurs réalisations. En réalité, le rédacteur était désespéré, se rendant compte de la bévue qu'il avait commise. Il avait tout simplement glissé dans une adresse de bienvenue à la plus haute autorité de la province un passage destiné au sermon du père Louis. Le soir même, il se vengea sur sa femme, responsable indirecte de ses erreurs, en lui administrant une raclée exceptionnelle. La malheureuse se tint tranquille pendant quelques jours, puis recommença ses manigances et ses crises de jalousie. Les absences d'Henri Loleka reprirent aussitôt et les réclamations se remirent à pleuvoir. Le jeune écrivain ne leur accorda qu'une attention discrète jusqu'au jour où « Henri Loleka, vous m'avez déshonoré !»« Calmez-vous, dites-moi plutôt ce que j'ai pu faire pour vous exaspérer à ce point. Vous êtes bien la première personne qui vient se plaindre de mon travail. » Le patron de l'agence avait fort à faire pour apaiser son irascible cliente, dont les éclats de voix risquaient d'alerter le voisinage. Henri Loleka avait surtout peur de voir fuir tous ceux qui patientaient dans la salle d'attente. Il ne tenait pas non plus à ce que son épouse, dont l'oreille indiscrète ne traînait jamais très loin de son bureau, fût avisée de l'incident. Afin d'étouffer le scandale, Henri Loleka poussa la mégère déchaînée dans son sanctuaire. À peine entrée, elle lui mit sous le nez une lettre qu'elle venait de recevoir, lui commandant de la lire à haute voix pendant qu'elle se laissait tomber dans le fauteuil. Le contenu se présentait de la manière suivante. À la citoyenne,
commerçante dans la région de... Citoyenne, je savais que vous étiez rude au gain et que vos intérêts commerciaux l'emportaient sur toutes vos autres préoccupations, même familiales. J'ai eu la faiblesse d'estimer que vous me feriez une faveur dans l'affaire qui nous touche. Or, vous y avez fait preuve d'une insensibilité rare, voire d'une muflerie incompréhensible à mon égard, aussi bien qu'à l'encontre de vos propres enfants. Dans ces conditions, il vaut mieux que nous mettions un terme à certains projets qui me tenaient à cœur. J'en souffrirai un peu, votre fille beaucoup plus, je le crains. Il m'est désormais impossible de donner d'autre suite à une démarche que vous avez repoussée avec tant de grossièreté. Gardez donc votre fille. J'ai perdu mes illusions, mais je ne m'en plains pas trop. J'aurais pu y perdre davantage encore, avec mes sentiments déçus et douloureux. PS. Je vous retourne votre lettre que je ne voudrais conserver à aucun prix. Elle constituerait à mes yeux le témoignage de la plus amère désillusion de ma brève existence. Quelle mouche a donc piqué votre correspondant? S'étonna Henri Loleka abasourdi. Ne s'agissait-il pas, si j'ai bonne mémoire, d'avancer la date de son mariage avec votre fille? N'avait-il pas fait valoir que la plupart des exigences de la coutume avaient toutes été satisfaites à l'exception d'un complément de dot, si je ne me trompe? Se redressant avec la bouche mauvaise, la femme jura grossièrement, en même temps qu'elle jetait sur le bureau l'autre lettre qu'elle avait tenue dans son poing crispé. Puisque vous vous souvenez avec tellement de précision de toutes les affaires que vous traitez, vous devez certainement vous rappeler le contenu de ce document que vous m'avez fait signer les yeux fermés. Atterré, Henri Loleka lut alors « Citoyen, vous souhaiteriez voir avancer la date de livraison du colis que vous m'avez réclamé depuis si longtemps. Je comprends parfaitement votre impatience, mais ne puis y souscrire pour la bonne raison que les affaires sont les affaires. Je ne puis que vous inciter à régler le montant de votre dette dans les meilleurs délais. À ce moment, je pourrais envisager la possibilité d'exécuter votre nouvel ordre dans les détails raisonnables. Je ne vous cache pas que les renseignements qui m'ont été fournis quant à votre solvabilité étaient peu encourageants, ce qui m'a obligé à m'entourer de garanties supplémentaires. Ceci vous fera comprendre pourquoi je refuse tout arrangement qui ne conduit pas au paiement préalable de l'ancienne créance. Convaincu que votre bon sens vous fera adopter la solution la plus avantageuse pour nous deux, je vous prie de croire, citoyen, en mes sentiments les meilleurs. Comment Henri Loleka aurait-il pu expliquer à cette femme outragée que la lettre qu'il lui avait fait signer était destinée à un commerçant insolvable et non pas à son futur beau-fils? Le scandale éclata en dépit des efforts du directeur de l'agence consterné. D'autres mécontents en profitèrent pour se faire connaître, tant qu'il est vrai qu'une abeille sur un fruit attire toute la ruche. Il ne restait plus à Henri Loleka qu'à plier bagage et aller tenter de recommencer ailleurs ce qu'il avait édifié avec tant de peine dans cette région. Vous le rencontrerez peut-être demain à M+, à B+, à K+. Pensez donc, un écrivain public ne sera pas bien difficile à repérer, car ce n'est pas une profession ordinaire.